Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va partir d'une situation assez étonnante qui avait fait parler d'elle en 2003. Ah oui, cette histoire avec l'Irak et le Niger. Exactement. L'administration Bush qui affirmait, vous vous souvenez peut-être, que l'Irak cherchait à acheter de l'uranium au Niger et hop, ça faisait de l'Irak une menace nucléaire. Oui, alors que le Niger lui-même. Bah voilà, le Niger qui extrayait cet uranium, quand même un cinquième du marché mondial à l'époque, lui, on l'a jamais vraiment considéré comme un pays avec une activité nucléaire au sens fort. Pourtant, ces mineurs, eux, ils étaient en plein dedans avec la radioactivité au quotidien. C'est ça. Et c'est cette tension, ce paradoxe qui lance notre exploration aujourd'hui. Tout à fait. On va donc plonger, si vous voulez, dans ce concept un peu fuyant de nucléarité. Et on va s'appuyer pour ça sur le travail de Gabriel Hecht, son livre Uranium africain, une histoire. Oui, un livre vraiment fondamental sur la question. L'idée centrale, c'est que cette nucléarité, c'est pas juste la radioactivité, la physique atomique, quoi. C'est une construction, une catégorie politique, technique, vachement complexe en fait, et qui change tout le temps. C'est ça. Notre source principale, ce sont donc des extraits de ce livre qui décortiquent vraiment les liens entre l'uranium d'Afrique, l'ordre nucléaire mondial, enfin, l'ordre ou le désordre d'ailleurs, Oui, c'est souvent le désordre. le commerce, la santé des gens qui travaillent dans les mines, et puis tout cet héritage colonial et postcolonial. Voilà. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça, cette idée de nucléarité. Il faut la voir non pas comme une étiquette qu'on colle là sur une matière parce qu'elle est radioactive. Non, c'est une catégorie technopolitique. C'est un peu jargon, mais ça veut dire que sa définition, son application, ça dépend de l'histoire, de la géopolitique, des technologies qu'on a, Des intérêts économiques aussi, j'imagine. bien sûr, et même des représentations culturelles, des préjugés parfois. On va voir comment cette définition qui bouge tout le temps, elle a eu des conséquences, mais alors très concrètes, sur le destin de pays africains, sur les marchés et surtout sur la vie et la santé des gens. Alors, revenons sur cet exemple Niger-Irak, parce qu'il est vraiment parlant. Concrètement, à quel moment une matière, elle devient nucléaire? Officiellement, je veux dire. C'est la question clé. Est-ce que c'est le minerai brut, là, qui sort de terre? Ou bien le concentré, le fameux yellow cake, cette poudre jaune? Oui, Ou alors, il faut attendre que l'uranium soit enrichi pour un réacteur, ou pire, une arme? bah voilà. Où place-t-on le curseur? Et surtout, pourquoi les mines africaines, là où tout commence, elles sont si souvent absentes des discours sur les sites nucléaires, alors que c'est la source de tout? C'est exactement ça que Gabriel Hecht creuse. Sa thèse, c'est que la nucléarité, ce n'est pas une propriété physique propre à la matière, comme sa masse, vous voyez. D'accord. C'est une catégorie technopolitique. Ça veut dire qu'elle est façonnée par tout un tas de choses. L'histoire, la géographie, les choix scientifiques, techniques, les rapports de force politiques. Le capitalisme, vous disiez? Oui, les logiques capitalistes et même les préjugés raciaux, on le verra. La radioactivité, bon, elle existe, c'est physique. Mais la nucléarité, en tant que concept qui pèse politiquement, socialement, qui déclenche des contrôles, des peurs, des investissements énormes, elle émerge des relations complexes entre le savoir et le pouvoir. Ce n'est pas une essence, c'est une propriété attribuée. Et attribuée différemment selon les lieux, les moments, les enjeux. Attendez, si je comprends bien, là, c'est pas juste une bataille de mots, cette affaire. Dire qu'un truc est nucléaire ou pas, ça change tout. Ah, mais complètement. Pensez-y. Cette définition, qui peut sembler abstraite, elle détermine qui a le droit de posséder quoi, qui contrôle le commerce de ces matières si sensibles. D'accord. Elle est au cœur des arguments des antinucléaires, mais aussi de ceux de l'industrie. Elle influence directement les normes de sécurité au travail. Qui a droit à une compensation s'il tombe malade? Et comme on l'a vu avec l'Irak, ça peut justifier une guerre. Exactement. C'est une définition qui a un pouvoir phénoménal. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce truc. La bombe atomique, c'est devenu le symbole de puissance. L'exceptionnalisme nucléaire, comme l'appelle Hecht. Voilà. Les USA, l'URSS, puis le Royaume-Uni, la France. Avoir la bombe, c'était comme le badge pour entrer dans le club des grands. On rêvait même d'une énergie nucléaire quasi gratuite, vous vous souvenez? Le too cheap to meter. Oui, les rêves utopiques du début. Vite douchés par la réalité d'ailleurs. C'est clair. Et ce qui est fascinant, c'est comment cette obsession du nucléaire, elle s'est complètement mélangée avec les angoisses de la décolonisation. Ah oui. Mm. Comment ça? Echtechit cite des responsables britanniques, français de l'époque, qui avaient peur que leur pays sans la bombe soit réduit à une sorte de nation de seconde zone, qu'ils fournissent juste des troupes auxiliaires, un peu comme les indigènes dans les anciens empires.
C'est assez cru. Carrément. Il y a même un ministre français, Félix Gaillard, qui compare les nations non nucléaires aux peuples primitifs d'Afrique. L'Afrique devient comme un symbole rhétorique du retard, de l'arriération, face à la modernité supposée du nucléaire. Waouh. Donc la nucléarité, c'est le pouvoir, et son absence, c'est la dépendance, la faiblesse. Mais à l'inverse, j'imagine que certains pays fraîchement indépendants, eux, ils sont plus pour le nucléaire comme un moyen de s'émanciper. Exactement. L'Inde de Nehru, c'est l'exemple typique. Pour lui, le retard technologique, c'était une des causes de la colonisation. Donc, développer le nucléaire, même civil, c'était affirmer sa modernité, sa souveraineté. Ça a dû créer des débats en interne, non? Bombe ou pas bombe? Oui, tout à fait. Fallait-il viser la bombe ou est-ce qu'une nucléarité pacifique, certains parlaient même de nucléarité gandhienne, était possible et souhaitable? Vaste débat. Et c'est dans ce contexte, guerre froide, décolonisation, qu'arrive l'AIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Oui, issu du programme américain Atoms for Peace. Et ce qui est paradoxal, c'est que son but au départ, c'était autant de faciliter la circulation des technologies nucléaires civiles que de la contrôler. Un double jeu en quelque sorte. D'accord. Et très vite, la question de qui dirige l'agence s'est posée. Est-ce qu'on privilégie l'équilibre Est-Ouest, les grandes puissances G4, ou est-ce qu'on assure une place aux nouvelles nations indépendantes? L'Inde a beaucoup poussé pour ça. Et pendant ce temps, l'Afrique du Sud de l'apartheid. Eh bien, elle a réussi à avoir un siège influent pendant des années et elle s'en est servie pour promouvoir son uranium sur le marché mondial malgré toutes les condamnations internationales. Un bel exemple de technopolitique, là encore. Parlons un peu de ce marché de l'uranium. Juste après la guerre, c'était pas vraiment le Far West, si. Ah non, pas du tout. C'était très contrôlé au début. Il y avait une agence, la Combined Development Agency, la CDA, montée par les Américains et les Britanniques. D'accord. Et c'est elle qui fixait les prix en secret et qui gérait les contrats, notamment avec les fournisseurs coloniaux comme le Congo belge. Tout ça sous le sceau du secret militaire, bien sûr. Et la France, elle jouait sa propre partition avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Oui, la France avait sa stratégie, sécuriser ses propres sources, d'abord à Madagascar, puis au Gabon avec la COMUF, on y reviendra, tout en lorgnant sur le marché mondial. Et les coûts, c'était. Secret défense. L'exploration à l'étranger était privilégiée. Et c'est là qu'on voit bien, comme vous disiez, la construction de ce marché. Il n'est pas juste apparu comme ça. Exactement. Hecht insiste beaucoup là-dessus. Le marché de l'uranium, il a fallu l'inventer, le créer avec des outils spécifiques. Il a fallu estimer les réserves, faire des prévisions de demande, imaginer des mécanismes de prix. Elle donne un exemple. Oui, celui d'une société de courtage américaine, Nuexco. Il publiait une valeur d'échange chaque mois qui est devenue une référence pour tout le monde, même si en réalité, elle ne reflétait qu'une toute petite partie des transactions réelles, souvent faites via des contrats secrets à long terme. C'était une sorte de thermomètre, même s'il n'était pas très précis. Voilà, une technologie de marché, comme elle dit. Et ce qui est frappant, c'est que les États africains producteurs, eux, ils ont été largement tenus à l'écart de cette construction. Ils subissaient les prix plus qu'ils ne les faisaient. Ça a même mené à un cartel secret dans les années 70, non? Tout à fait. Les grands producteurs, sauf les États-Unis, se sont entendus en douce pour fixer les prix et les quotas. Et ils ont utilisé le secret d'État et cet exceptionnalisme nucléaire pour justifier leurs manœuvres et maintenir la discipline. Malin. Et ce marché, il est décrit comme fondamentalement instable, très sensible aux aléas politiques. Et une tendance forte de l'industrie, c'est de considérer tous ces facteurs politiques, C'est-à-dire. la peur de la prolifération des armes, les régulations sur l'environnement ou la santé, les mouvements antinucléaires, les revendications de souveraineté des pays producteurs, la lutte anti-apartheid. Tout ça, c'est vu comme des irritants, des perturbations externes à un marché qui se voudrait pur, purement économique. Une façon de mettre le politique de côté, quoi. C'est ça. On externalise le politique pour mieux gérer l'économique. Prenons un cas concret, le Gabon. C'est un bon exemple de ce qu'on a appelé la France-Afrique, ce mélange d'intérêts complexe. Oui, très complexe. La mine d'uranium, là-bas, la COMUF, Compagnie des mines d'uranium de Franceville, elle a été créée par le CEA français et une boîte privée juste avant l'indépendance. Ah, malin. Pour éviter la nationalisation, hein. Exactement. Le timing n'est pas anodin. Officiellement, on parlait de développement pour le Gabon, mais l'objectif numéro un, c'était clair. Sécuriser l'uranium pour la France, pour sa force de frappe et ses centrales. Mais le président gabonais Omar Bongo, il n'a pas juste laissé faire, si, hein. Non, il a essayé d'affirmer un peu sa souveraineté. Inspiré par ce que faisaient les pays de l'OPEP avec le pétrole, il a tenté, avec le président du Niger, Diori Amani,
d'imposer de meilleurs prix à la France. Il a même cherché à vendre à d'autres, l'Iran, la Libye. Et la France a réagi comment? Très, très fermement. Certains suggèrent même un lien entre ces tentatives et le coup d'État qui a renversé Diori au Niger peu après. Bon, c'est des hypothèses. D'accord. Et plus tard, quand la Comuf a eu des problèmes financiers? C'est l'État gabonais qui a mis la main à la poche, avec l'argent du pétrole, les pétrodollars. C'était présenté comme un acte de souveraineté, on sauve notre industrie, mais ça a aussi permis à certaines élites locales de bien s'enrichir au passage, via des systèmes de parts spécifiques. Au final, c'était quoi le deal? Un compromis en gros. Le Gabon obtenait une souveraineté symbolique, des revenus, mais le contrôle opérationnel, la réalité du pouvoir sur la mine, restait entre les mains de la France via sa grande entreprise nucléaire, qui est devenue ensuite la Cogema, puis Areva. L'autre grand cas, c'est l'Afrique du Sud et la Namibie à l'époque de l'apartheid. Oui, un cas encore plus tendu, si on peut dire. Pretoria jouait un double jeu assez incroyable. D'un côté, c'était un fournisseur clé d'uranium pour l'Occident, Mhm. pour les programmes civils et militaires. Et de l'autre? De l'autre, ils développaient en secret leur propre capacité d'enrichissement et probablement leurs propres bombes. Et la Namibie dans tout ça? Elle était occupée illégalement par l'Afrique du Sud. C'est ça. Et l'ONU avait adopté un décret, le fameux décret numéro 1, qui interdisait l'exploitation des ressources naturelles de la Namibie par l'occupant. Ça visait directement la mine géante de Rössing, développée par le groupe britannique Rio Tinto Zinc, RTZ. Mais ils ont continué à exploiter, non? Comment ils faisaient pour contourner le décret et les sanctions? Ah, c'était toute une ingénierie, ce que Hecht appelle la technopolitique de la provenance. Il fallait rendre l'uranium non namibien, en quelque sorte. C'est-à-dire... Ils utilisaient des sociétés écrans basées en Suisse ou ailleurs. Ils changeaient les pavillons des bateaux en mer pour brouiller les pistes sur l'origine de la cargaison. Ah ouais, Et puis, il y avait du lobbying intense, notamment aux États-Unis, pour exploiter les failles des lois. Par exemple, si l'uranium namibien était transformé chimiquement en hexafluorure d'uranium, l'UF6, dans une usine en France ou au Royaume-Uni, ah, alors juridiquement, ce n'était plus de l'uranium namibien exactement. et il pouvait entrer légalement aux USA. C'était un jeu constant du chat et de la souris juridique et technique. Et tout ça s'est arrêté quand la Namibie est devenue indépendante? Voilà. En 1990, l'indépendance a rendu l'uranium de Rössing légal aux yeux de la communauté internationale. Fin de la controverse juridique. Mais pas fin des problèmes, notamment pour les mineurs. Justement, parlons-en des mineurs. Au-delà de ces grandes manœuvres politiques et économiques, il y a la réalité du travail dans la mine. On imagine les dangers classiques, les éboulements, la poussière qui donne la silicose. Oui, les dangers ordinaires d'une mine, qui sont déjà énormes. Hecht mentionne même que les mineurs gabonais craignaient les mauvais esprits sous terre. Il y a une dimension culturelle aussi. Mais il y a le risque spécifique des radiations en plus. Oui, et notamment le radon, ce gaz radioactif, invisible, inodore, qui s'échappe naturellement de la roche quand il y a de l'uranium. C'est un danger connu depuis longtemps, ça. Ah oui, depuis les vieilles mines d'argent et d'uranium en Europe, à Schneeberg, où les mineurs mouraient de maladies pulmonaires étranges dès le XVIe siècle. On sait que c'est dangereux. Le problème, c'est que c'est difficile à mesurer précisément l'exposition interne. Interne. Oui, le risque principal vient de l'inhalation du gaz et de ses descendants, des particules radioactives très fines qui se déposent dans les poumons et continuent d'irradier les tissus de l'intérieur. D'accord. Et l'expérience américaine sur le plateau du Colorado, elle a montré quoi? Une longue période d'inaction des autorités, l'Atomic Energy Commission considérait que sa responsabilité s'arrêtait aux portes des usines de traitement, pas dans les mines elles-mêmes, souvent exploitées par des petites compagnies ou des indépendants. C'était pas leur problème, en gros. En gros, oui. La reconnaissance du problème et l'indemnisation des mineurs malades, notamment les travailleurs navajos qui ont été très touchés, ça n'est venu que très tard, dans les années 90, après des années de mobilisation de leur part et de celle de leur famille, des veuves notamment. Et en Afrique, comment on a géré ou pas géré ce risque radon? Alors là, les approches ont été très, très différentes selon les contextes. En France métropolitaine, par exemple, le CEA a reconnu assez tôt la nucléarité de ses propres mines d'uranium. Ils ont mis en place des systèmes de mesure assez sophistiqués pour le radon, les poussières, les rayons gamma. Ils ont même fait une grande conférence là-dessus en 1974 à Bordeaux pour montrer leur maîtrise. C'est ça, mais cette rigueur affichée en métropole, elle n'a pas toujours été exportée telle qu'elle dans les mines africaines gérées par les mêmes intérêts français. Et à l'opposé, il y avait l'Afrique du Sud de l'apartheid. Là, c'était clairement une stratégie de minimisation systématique des risques, avec des études scientifiques ouvertement biaisées racialement. Un rapport célèbre, le rapport Basson, excluait carrément les mineurs noirs de l'analyse des risques de cancer poumon. Incroyable. Ils résistaient aux normes internationales de protection radiologique, celles de la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique.
C'est ce que Hetch, en reprenant d'autres chercheurs, appelle l'agnotologie. Agnotologie. Oui, la production organisée, délibérée de l'ignorance. On fait en sorte de ne pas savoir ou de ne pas reconnaître ce qu'on sait. Madagascar, c'est encore un autre cas, une nucléarité invisible. Oui, c'est fascinant. Quand Hetch interroge les anciens mineurs malgaches, leurs souvenirs portent sur quoi? La dureté du travail physique, les salaires qui permettaient d'acheter des ébus, les accidents classiques comme les chutes de pierre, Pas les radiations. très peu. Les dosimètres qu'ils portaient parfois, ils les voyaient plus comme un outil de flicage pour vérifier s'ils étaient bien au travail, pas comme un outil de protection. Pourtant, le minerai là-bas, l'urano-thorianite, était connu en France par les géologues du CEA pour être très radioactif. Mais sur place. Sur place, cette information, ces mesures précises d'exposition, elles n'étaient visiblement pas faites, ou en tout cas pas communiquées aux travailleurs. La nucléarité était reconnue au niveau scientifique, géologique, mais elle était comme désincarnée, déconnectée de la santé des corps au travail. Et au Gabon, à Mounana, c'était comment? Plus de conscience du risque? Là, il y avait des preuves dans les archives internes de la Comuf qu'il y avait des problèmes de surexposition au radon, qui touchaient d'ailleurs aussi bien les expatriés européens que les travailleurs africains. Et les travailleurs eux-mêmes, ils se méfiaient. Hertz raconte une histoire à ce sujet, non? Oui, l'histoire très émouvante de Marcel Le Conagia, un mineur qui tombe malade, qui suspecte un lien avec son travail. Il demande son dossier médical, on le lui refuse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il conserve précieusement ses anciens films badge, les petits dosimètres personnels usagés, comme une sorte de preuve potentielle pour plus tard. Ça montre bien le climat de suspicion et de secret. Oui, le secret de l'entreprise était la règle. Et même les syndicats, au début, étaient plus focalisés sur les salaires, les conditions de travail visibles, que sur ce danger invisible des radiations. Pendant ce temps, on construisait la ville minière de Mounana, en partie avec des stériles. Des déchets de la mine. Oui, des roches faiblement radioactives. On les utilisait comme remblais pour les routes, les fondations. Pas idéal. Et en Namibie, à Rusing, après l'indépendance, la situation a changé? L'apartheid a été aboli, bien sûr, mais la déracisation dans la mine restait limitée en pratique. Le syndicat des mineurs, le MUN, qui s'était beaucoup battu contre le racisme, s'est alors fortement mobilisé sur les questions de santé et de sécurité après 1990. Ils ont eu de l'aide? Oui, ils ont collaboré avec des militants antinucléaires internationaux, notamment britanniques. Il y a eu une grosse controverse scientifique autour d'une étude, l'étude ZER, qui affirmait trouver beaucoup d'anomalies chromosomiques chez les mineurs, signe d'une exposition en radiation. Et alors? La compagnie minière a contesté, financé une contre-étude qui n'a pas confirmé ses résultats. Ça a créé énormément de confusion, de méfiance vis-à-vis des experts et finalement beaucoup de désillusion chez les travailleurs qui attendaient des réponses claires et des améliorations concrètes. On voit que c'est compliqué partout. Et pendant ce temps, les normes internationales évoluaient aussi, avec ce fameux principe ALARA. Oui, ALARA. As low as reasonably achievable. Aussi bas que raisonnablement possible. Introduit par la CIPR, la Commission internationale, l'idée c'était de sortir d'une logique de seuil absolu, au-dessus c'est dangereux, en dessous ça va, pour aller vers une gestion du risque basée sur une analyse coût-bénéfice. Il faut justifier l'exposition, l'optimiser. Voilà. Optimiser, ça veut dire réduire l'exposition autant que possible, mais en tenant compte des facteurs économiques et sociaux. Le problème, c'est que la CIPR a explicitement refusé de mettre un prix universel sur la vie humaine ou sur la dose de radiation évitée. Ah. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la raisonnabilité du coût de la protection, elle peut varier d'un pays à l'autre, d'une situation à l'autre. Et souvent, ça a conduit à faire reposer le fardeau de la protection sur les États producteurs. Qui n'ont pas forcément les moyens. Exactement. Plutôt que sur les multinationales qui exploitent les mines et profitent de l'uranium. C'est une façon de banaliser le risque nucléaire, de le rendre gérable économiquement, mais au prix d'une égalité potentielle dans la protection. C'est énorme tout ça, l'ampleur des impacts humains, des coûts cachés. C'est vraiment frappant quand on y pense. Et quand les mines ferment, comme à Mounana au Gabon en 1999, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Ah non, souvent, c'est là que d'autres problèmes commencent ou deviennent plus visibles. Les questions de pollution environnementale à long terme, les fameux stériles radioactifs dont on parlait, l'eau contaminée, et puis les problèmes de santé qui peuvent apparaître des années après la fin de l'exposition. Et les gens se mobilisent. Oui,
On voit émerger des associations d'anciens travailleurs, de riverains. Ils essayent d'obtenir des diagnostics, des soins, des réparations. C'est souvent un combat très long et difficile. Parfois, ils reçoivent l'aide d'ONG internationales spécialisées dans ces questions. Sherpa, la CRIRAD, Médecins du Monde. Il y a eu des accords quand même. Observatoire de la santé, au Gabon et aussi au Niger. Mais leur efficacité réelle, l'implication des populations locales, ça reste souvent critiqué. Est-ce que c'est une vraie prise en charge ou juste une façon de gérer l'image? Le débat est ouvert. Le Niger, justement, il produit toujours beaucoup d'uranium. C'est quoi la situation là-bas aujourd'hui? On en entend moins parler. La situation reste très préoccupante. Des rapports récents, de Greenpeace notamment, montrent que la contamination radioactive persiste autour des anciennes et des actuelles zones minières, à Arlit, à Akokan. Dans l'eau potable, dans l'air à cause des poussières, et même dans des objets de la vie quotidienne comme de la ferraille revendue ou des matériaux de construction faits avec des stériles. Mais les gens vivent là? Oui, et c'est ça le dilemme terrible. L'économie de toute la région dépend quasi entièrement de ces mines. Les travailleurs eux-mêmes et leurs familles ne veulent surtout pas que les mines ferment, c'est leur gagne-pain. Ils sont pris entre le besoin économique vital et les risques sanitaires. Et la régulation? L'État nigérien, L'autorité de régulation existe, mais elle manque cruellement de moyens, d'experts, de laboratoires pour faire des contrôles indépendants efficaces. Sans parler des soupçons de corruption qui peuvent exister. C'est très compliqué. et au niveau international, malgré les traités de non-prolifération, le TNP, les contrôles de la l'AEA, le risque de trafic, de détournement d'uranium, il existe toujours. Le risque zéro n'existe pas. L'histoire l'a prouvé avec des réseaux clandestins comme celui du Pakistanais Akyukan, qui a utilisé toutes les failles du système. Il y a eu aussi des ventes suspectées ou avérées entre le Niger, la Libye, le Pakistan dans le passé. Les contrôles sont pas parfaits, hein. Disons que les contrôles internationaux, les fameuses trigger lists de la l'AEIA, se concentrent beaucoup sur les matières les plus sensibles, l'uranium enrichi, le plutonium. Le yellow cake, le concentré d'uranium, est souvent moins strictement contrôlé. Et puis il y a la sécurité physique des sites miniers eux-mêmes. On se souvient d'un vol d'uranium, heureusement en petite quantité, à la mine de Rössing en 2009. Ça montre que les failles existent. Tout ça nous ramène à la question du coût réel, en fait. Exactement. Quand on entend dire que le combustible nucléaire, l'uranium, ne représente qu'une toute petite part du coût final de l'électricité nucléaire, Ce qui est souvent vrai, techniquement. oui, mais c'est parce que ce calcul oublie très souvent d'inclure tous ces coûts cachés, ces coûts sanitaires, environnementaux, sociaux, qui ont été externalisés, c'est-à-dire laissés à la charge des pays producteurs africains, de leur population, de leurs environnements. Et pour appliquer les normes de protection, même le fameux ALARA, il faut des moyens. Bien sûr, il faut des experts, des ingénieurs en radioprotection, des laboratoires capables de faire des analyses fiables, un suivi médical sur le long terme. Tout ça, ça demande des capacités étatiques fortes. Et ces capacités, elles manquent souvent cruellement dans les pays qui sont pourtant en première ligne de l'extraction. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, ce voyage dans l'histoire de l'uranium africain, ça nous montre bien que la nucléarité, c'est vraiment loin d'être juste une donnée physique et objective. Non, c'est une catégorie construite, contestée, pleine d'enjeux. Et son histoire en Afrique révèle comment cette construction, cette définition variable, elle affecte directement le pouvoir géopolitique, le commerce mondial, l'environnement local et surtout la santé des gens. Ça brouille constamment la ligne entre ce qui est vu comme une ressource précieuse, stratégique, et ce qui est un danger mortel, parfois invisible. Et je crois que c'est crucial de comprendre ça, que derrière l'énergie qu'on consomme, derrière les technologies nucléaires utilisées ailleurs dans le monde, il y a très souvent ces coûts humains, ces coûts environnementaux, supportés par des populations, par des territoires qui ont été rendus vulnérables par cette histoire. Et cette invisibilité des coûts, c'est pas une fatalité. De choix politiques, de rapports de force économiques, de construction historique. C'est quelque chose qui peut et qui doit être questionné. Et justement, pour terminer, on voudrait laisser les auditeurs et les auditrices avec cette question. Une question que Gabriel Hecht pose à la toute fin de son livre et qui donne vraiment à réfléchir. À combien s'élèveraient les factures d'électricité aux États-Unis ou en Europe si le prix de l'uranium incluait le coût réel de la nucléarité en Afrique? Une question vertigineuse. Voilà, on vous laisse méditer là-dessus. Sur le vrai prix de ce que nous consommons et sur les inégalités profondes que notre monde, notre modernité continue de porter, souvent sans qu'on s'en rende compte. Merci de nous avoir écoutés.